Bien, bonjour à tous, je remercie FAI2R pour son invitation. Je suis Pierre-Yves Brier, je suis radiologue à l'hôpital Avicenne et j'ai un intérêt particulier pour l'imagerie des pneumopathies interstitielles diffuses. Donc, dans ce topo qui m'a été demandé sur la sclérodermie, un découpage en 3 parties a été suggéré, donc l'état des lieux, les actualités et les perspectives. Dans l'état des lieux, je vais traiter la notion d'hétérogénéité des patterns de la sclérodermie. Et également, je vais aborder le terme des comorbidités ou des éléments qu'on peut analyser sur un scanner qui ne sont pas liés à la PIN mais qui peuvent avoir une influence sur le pronostic. Dans les actualités, j'ai choisi de vous parler de la notion de progression de la maladie et puis un mot sur l'extension visuelle, pourquoi et comment, en vous suggérant une technique d'analyse. Et dans les perspectives, j'ai choisi de vous aborder le thème de l'intelligence artificielle et des quantifications automatisées. Voilà, donc du coup la première partie, donc d'abord des rappels, vous savez, les pneumopathies interstitielles diffuses dans la sclérodermie, oui c'est un topo qui m'a été demandé, donc j'ai en anglais, mais que je vais présenter en français, ce qui permet à nos collaborateurs de pouvoir avoir une idée du topo. Bref. Donc, les pneumopathies interstitielles diffuses sont fréquentes dans les sclérodermies systémiques, avec un haut risque de fibrose. C'est principalement des pneumopathies interstitielles non spécifiques, mais pas uniquement. En général, on ne réalise pas de biopsie pulmonaire chirurgicale et le paramètre qui semble aussi particulièrement intéressant, c'est celui de l'extension des images pour prédire la survie. Les sévérités sont variables avec des formes minimes à des formes avancées, extensives. La progression est souvent observée dans les premières années d'évolution de la maladie. Donc ça, c'est une donnée classique qui est un peu rechallengée, mais ça reste sans doute vrai. Et le scanner thoracique est bien sûr une technique de référence pour l'évaluation de la maladie et des atteintes interstitielles. Donc les pneumopathies interstitielles sont une cause importante de mortalité des patients et donc ces atteintes interstitielles sont à risque de progression. Le mot clé que j'ai sélectionné dans cette première partie, c'est le mot hétérogénéité, que ce soit pour les patterns, que ce soit pour la sévérité des maladies ou également l'hétérogénéité des progressions cliniques. J'y reviendrai. Alors, donc la sclérodermie, c'est une connectivite, bien sûr. Les particularités de la sclérodermie par rapport aux autres connectivites, c'est la prédominance des pneumopathies interstitielles non spécifiques comme atteinte interstitielle, une atteinte des voies aériennes qui est sans doute moins fréquente que pour les polyarthrite rhumatoïde ou le Sjögren, et une hypertension pulmonaire qui est sans doute plus fréquente, on verra groupe 1, 2, 3, 4, 5. L'atteinte pleurale est aussi pas tellement fréquente. Par contre, l'atteinte ésophagienne est particulière à la sclérodermie. Elle peut être évaluée au scanner avec des risques de pathologie, de pneumopathie d'inhalation, également les atteintes cardiaques où le risque de cancer est à souligner. Donc, première partie, c'est l'état des lieux, les phénotypes de sclérodermie systémique, donc c'est principalement des NSIP, mais quand on fouille un peu, quand on essaie de démembrer les pneumopathies interstitielles non spécifiques, on aura des formes typiques, des formes avec du verre dépoli prédominant, ce qu'on pouvait appeler auparavant, probablement si on fait une corrélation, si on tente une corrélation avec l'anapathe, ce serait plutôt les formes cellulaires et l'autre les formes fibrosantes, mais c'est pas aussi clair que ça, je pense. On a des formes particulières avec des formes de bronchiectasie de traction prédominantes, je vous en montrerai plusieurs exemples, notamment dans le suivi, et elle s'accompagne également d'une perte de volume. On a des formes avec des aspects de pneumopathie interstitielle commune, donc avec du rayon de miel, des formes aussi indéterminées, et on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble, ça ne rentre pas vraiment dans les cases. Certaines formes ont des kystes, alors est-ce que on peut rapprocher ces aspects-là du diagnostic de pneumopathie interstitielle lymphoïde? C'est pas évident. Donc après, on a des formes de chevauchement, avec entre NSIP, donc entre PINS et pneumopathie interstitielle commune, ou pneumonie organisée, principalement s'il existe des chevauchements avec une myosite, par exemple, ou des formes avec PPFE, mais fibroélastose pleuroparenchymatose, mais dans ces cas-là, la fibroélastose pleuroparenchymatose est le plus souvent minime par rapport à l'aspect de la pneumopathie interstitielle non spécifique. Ce n'est pas un pattern prédominant. Les patterns prédominants, je les classerai dans autres. Et puis, on a des formes aussi débutantes. Donc, la deuxième partie de cette première partie sera de
regarder au scanner tout ce qu'on peut analyser en dehors de la PID et qui pourra notamment être considéré comme comorbidité. Donc quand on regarde maintenant ces phénotypes de sclérodermie, de PID, de sclérodermie systémique, donc j'ai repris les patients d'Avicenne de la cohorte du papier d'Anaïs Roser pour la série qui a été récemment publiée. Et alors, quand on prend la centaine de patients d'Avicenne, globalement j'avais des formes fibrosantes typiques de NSIP dans 32% des cas, des formes avec du verre dépoli dans 17% des cas. Voilà, c'est les formes principales. Assez peu de formes UIP, assez peu de formes overlap. Et par contre, pas mal de formes indéterminées que je n'arrivais pas à faire rentrer dans les cases. Des PID débutantes dans 14% des cas. Et alors des fibroélastoses isolées dans la série, c'était un cas. Essentiellement, les autres cas de fibroélastose déjà étaient plus rares que ce qui a été présenté dans la littérature, à mon avis. Et en général, vraiment comme un signe d'accompagnement d'une pneumopathie interstitielle non spécifique, donc au second plan. Alors la pneumopathie interstitielle non spécifique, je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Vous savez qu'elle peut être idiopathique ou secondaire. Dans notre cas, c'est secondaire donc à la sclérodermie. Divisée en cellulaire ou fibrosante, avec un mot-clé qui au premier plan, c'est verre dépoli. Verre dépoli qui peut être associé à des lésions de fibrose, comme des bronchectasies de traction ou des réticulations associées. La prédominance est basale périphérique avec cependant un respect sous-pleural qui est très en faveur du diagnostic de pneumopathie interstitielle non spécifique et qui s'observe dans 20% des cas. Le caractère bilatéral et homogène revient souvent dans la littérature. Et puis dans la sclérodermie, on considère que le verre dépoli est principalement de la fibrose, avec une probabilité assez faible de réversibilité, mais je vous montrerai des exemples où le verre dépoli peut régresser. Le verre dépoli peut être isolé, donc c'est ce qu'on va décrire comme une forme pneumopathie interstitielle non spécifique en verre dépoli. Un exemple de pneumopathie interstitielle non spécifique caricaturale, donc avec du verre dépoli et des réticulations, donc vous voyez ici sans problème, avec des bronchectasies de traction en deuxième point, de bronchectasies de traction qui seront assez proximales, et qui iront dans ce cas-là pas jusqu'à la périphérie du poumon, pas jusqu'à la plèvre. Une prédominance basale avec une perte de volume des lobes inférieurs, et ça on va regarder pour ça la forme et la localisation de la scissure, j'y reviendrai. Et le prédominance périphérique avec respect sous-pleural, alors ici c'est caricatural, vous avez un espace de sous-pleural qui est assez normal. Et le caractère bilatéral est symétrique et homogène. Donc ça, c'est un aspect assez caricatural de pneumopathie interstitielle non spécifique. On peut en avoir d'autres exemples ici. Avec, dans ce cas particulier, on va noter le déplacement postérieur de la scissure. La scissure, normalement, elle est en avant du dôme hépatique. Et là, on la voit en arrière. Donc il y a une perte de volume assez importante des lobes inférieurs, des bronchectasies de traction, le caractère homogène, verre dépoli, réticulation. Un aspect assez classique. Un autre aspect, là, dans ce cas-là, où il faut voir, je vais insister sur la présence des bronchectasies de traction qu'on peut voir là, et il y a une analogie qui est souvent donnée avec des aspects en tire-bouchon de ces bronchectasies de traction qui sont assez, on dit, proximales. Alors, quelques exemples tirés de la série. Donc ici, une forme avec un aspect de PID débutante, avec du verre dépoli, et puis une progression assez lente de la maladie. Une forme encore avec du verre dépoli, plutôt verre dépoli que réticulation, à extension égale. Il est assez probable, on en discutera quand on parlera de l'algorithme proposé par Go, qu'une forme étendue en verre dépoli est probablement, de mon point de vue, enfin on a envie de penser ça en tout cas, de peut-être meilleur pronostic, une forme avec beaucoup de réticulation comme celle-ci, à extension équivalente. Alors là, on remarquera aussi des éléments qui orientent vers une connectivite et une sclérodermie, comme ce kyste par exemple, ou cette dilatation ésophagienne. Donc ici, une forme avec plus de réticulation, un petit respect sous-pleural. On notera également ici la bronche qui vient s'aplatir sur le diaphragme, et dans ces cas-là, il faudra aussi se méfier d'une paralysie diaphragmatique. Donc des formes débutantes, des formes en verre dépoli prédominantes, des formes avec beaucoup de réticulation. Trois aspects qui sont classiques.
Un aspect ici en verre dépoli, alors dans ce cas-là, on pourrait discuter du fait de la présence de microkystes, d'une autre histologie, typiquement d'une ptopathie interstitielle desquamative ou d'une ptopathie interstitielle lymphoïde. Voilà, on peut s'aider des reformations sagittales pour évaluer les bronchiectasies de traction. Ici, elles sont relativement limitées. Voilà, la dilatation ésophagienne qu'il faut noter ici. Donc les coupes sagittales, elles peuvent être aussi reconstruites selon le mode de minimum intensity projection d'intensité minimale, et vous les voyez dans ces cas-là beaucoup mieux. Et vous voyez que dans ce cas particulier, elles ne vont pas jusqu'à la périphérie du poumon, mais quand la maladie progresse, elles finissent par atteindre la périphérie du poumon. Mais c'est un élément qui théoriquement peut les différencier PINS de ptopathie interstitielle commune. Donc une forme en verre dépoli avec beaucoup de bronchiectasie de traction dans ce cas-là. Le rayon de miel, il peut être présent initialement. Initialement, dans cette forme-là, vous pourrez voir le rayon de miel avec peut-être un aspect ici discutable, en tout cas, ou monocouche. Monocouche peut être admis. Donc un aspect qui pourrait faire discuter une ptopathie interstitielle commune. Dans ce cas-là, on hésite quand même entre un aspect de pic probable ou pic certaine. Mais en tout cas, sur les données évolutives, on voit que le rayon de miel se majore, et on a, ça c'est un profil évolutif qui est possible avec modification. Donc l'apparition du rayon de miel et le changement des réticulations en rayon de miel, c'est ce qu'on appelle une modification de texture des images aussi. C'est un profil évolutif classique avec une évolution vers un aspect de pic qui peut s'observer chez les patients qui ont une PINS fibrosante. Alors les aspects indéterminés, ils sont, je l'ai dit, c'était 14% je crois dans la série que je viens de revoir. Donc on a des aspects qui peuvent être avec du verre dépoli, de la fibrose qui est un peu suspendue, qui ne correspond pas à l'organisation périphérique basale ou péribroncovasculaire qui a été décrit dans les PINS. Un autre élément aussi de suivi, c'est l'apparition, alors au début on dirait plutôt une PINS, et puis quand on voit les formes évolutives, on a dans ce cas-là des formes avec des kystes bizarres. Ça, j'en ai plusieurs dans la série, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, quand on va regarder, analyser notre scanner, donc on va regarder des éléments qui vont vous orienter vers une connectivite, que ce soit lié à l'atteinte pulmonaire, donc à la PID elle-même, ou aux lésions associées comme l'atteinte des voies aériennes, ou aux atteintes extrapulmonaires. Et puis certaines seront des comorbidités, on en reparlera. Donc vous avez par exemple cet aspect-là qui est décrit plutôt dans la polyarthrite rhumatoïde avec des aspects macrokystiques, c'est ce qu'on appelle le rayon de miel exubérant, quand il n'y a pratiquement que du rayon de miel sur des images, ça va vous orienter plutôt vers une PR. Quand on a l'aspect qui s'arrête assez net des images sur la fibrose, c'est ce qu'on appelle le straight edge sign. Je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas, ça a été décrit, mais c'est quand même faible comme signification. Par contre, le four corner, c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, assez intéressant. Ça sous-entend que les cul-de-sac costo-diaphragmatiques sont relativement épargnés par la fibrose. Ce serait peut-être un petit signe. Bon, c'est probablement pas des signes très forts. L'association avec les fibroélastoses pleuroparenchymateuses dans la sclérodermie, donc ça a été bien décrit, ou peut-être trop bien décrit d'ailleurs, par l'étude de l'ERJ d'il y a quelques années. Alors des formes qui sont, ils avaient jusqu'à 11% de formes fibroélastoses typiques, sévères, etc. Moi, dans la série que j'ai reprise, c'est quand même des choses qui sont assez rares, j'ai déjà explicité. Donc la fibroélastose va s'accompagner d'une perte de volume des lobes supérieurs avec des condensations sous-pleurales et pleurales, on ne sait pas très bien différencier. Alors, hop, voilà. Où s'arrête la plèvre ici, donc on a aussi associé des bronchiectasies de traction et des pertes de volume. Donc c'est des patients qui sont à risque de faire des pneumothorax. L'association à l'atteinte des l'atteinte des voies aériennes donc, est plutôt décrite dans les polyarthrite rhumatoïde et dans les Sjogren, mais bon, dans les formes de chevauchement, ça doit être aussi possible, avec des bronchiectasies qui peuvent être compliquées d'infection et qui peuvent être aussi à risque de progresser. Donc ça, c'est classique dans les connectivites. L'atteinte des voies aériennes distales, bronchiolite folliculaire, lymphocytique ou les complications infectieuses sont aussi possibles. Les LIP sont aussi envisagées, même si aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal avec cette entité en dehors du Sjogren. Voilà, il se trouve que dans la sclérodermie, on a des formes qui ont des kystes avec un front de verre dépoli. Est-ce que c'est des LIP ? J'ai du mal à l'affirmer en l'absence d'histo.
Des bronchiolites constrictives, donc c'est aussi classique, et puis de l'emphysème, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors dans les lésions extrapulmonaires, pour la sclérodermie, c'est bien sûr les dilatations ésophagiennes. Je vous en montrerai un exemple et puis on va essayer de voir si on peut proposer une évaluation qui vous ferait dire que c'est pathologique, mais c'est pas, on n'a pas de données oui-non. Hein. Donc on va en discuter. Les atteintes pleurales et péricardiques. Je vais en montrer un exemple, mais voilà, c'est relativement exceptionnel aussi dans la sclérodermie. Les dysfonctions diaphragmatiques qu'on peut voir chez ce patient-là. Et puis les signes d'hypertension pulmonaire avec des piles minimes. Et puis après, tous les autres signes qu'on pourrait voir, calcification en centre de Crest, adénopathie, élargissement de la rate, sont des choses envisageables. Alors dans la sclérodermie, c'est plutôt l'association fibroélastose pleuroparenchymateuse et dilatation ésophagienne, les signes d'hypertension pulmonaire et puis le Crest, hein, donc du coup avec des calcinoses, je vous en montrerai un exemple, ou des calcifications, ou des hypertrophies ganglionnaires, notamment s'il existe un empoussiérage, donc une association à une pneumoconiose par exemple. Alors vous avez ici sur cette rangée un premier patient puis un deuxième patient avec une dilatation ésophagienne. Bon, dans ce cas-là, c'est assez évident quand il existe un niveau liquidien au sein d'un œsophage, c'est un signe quand même évocateur de pathologie. Ensuite, on parlera de la dilatation de l'œsophage. Alors, certains la mesurent en transversale, d'autres en antéro-postérieur. Moi, j'ai tendance à la mesurer en antéro-postérieur à plus d'1 centimètre, mais alors plus d'1 centimètre sur trois niveaux, par exemple. Donc si c'est juste un niveau, on peut imaginer que ce soit juste une contraction ésophagienne avec une dilatation au-dessus, mais on n'est pas capable en imagerie de donner un seuil en tout cas. Donc la présence d'un niveau liquidien, et puis un élargissement ici de plus de 15-20 mm, et pour le coup de façon assez évidente pathologique, quoi. Alors après, la dilatation de l'ésophage, la surélévation de la coupole diaphragmatique droite, hein, donc pensez à regarder, notamment si vous avez la bronche lobaire moyenne qui s'étale le long du diaphragme, pensez à faire une reformation coronale pour bien voir la symétrie ou l'asymétrie des coupoles diaphragmatiques. Des calcinoses, ici une calcification, alors c'est relativement exceptionnel, mais il y en a quelques-unes dans la série, et puis cet épanchement péricardique qui est également possible. La fibroélastose pleuroparenchymateuse, donc dans les formes caricaturales, elles se ressemblent un peu toutes. Hein. On cède de la reformation coronale pour bien voir la perte de volume et le côté symétrique des anomalies. Ces patients sont à risque de faire un pneumothorax, donc pensez-y. Et puis quand on mesure aussi l'étroitesse du thorax, qui est en faveur du diagnostic, de même que le notch ici que vous voyez là, l'incisure, la présence d'air entre les deux clavicules est aussi un élément qui traduit la morphologie particulière du thorax avec probablement un dos droit et alors une étroitesse constitutionnelle qu'on peut mesurer au niveau, en général je crois c'est D6 ou D7, et on va mesurer la distance antéro-postérieure du poumon par rapport en sagittal versus la mesure en transversale. Donc on va mesurer le ratio et ça va nous servir à dire qu'il y a une étroitesse constitutionnelle. On va pouvoir aussi regarder si il existe une hypertrophie ou, enfin, en l'occurrence, une hypotrophie des musculaires, hein, parce que ces patients sont souvent aussi maigres. Donc il y a un lien entre amaigrissement et fibroélastose.